Pendant 300 jours, c'est l'enfer. Jamais on ne s'était battu aussi farouchement pour un lopin de terre avant 1916 à Verdun. C'est la bataille du XXe siècle. L'histoire d'êtres humains à une époque inhumaine. Leur destin témoigne des souffrances de toute une génération. Karl Rossner est juriste à Munich. À ses yeux, l'idée de devoir se battre relève du cauchemar. Charles Delvert est professeur d'histoire à Paris. Un commandant de compagnie qui refuse d'obéir aveuglément aux ordres. Le baron Karl von Andrian est officier de carrière, originaire de Bavière. Pour lui, la guerre est une question de bravoure. Anatole Castex, originaire de Gascogne, lui, veut faire son devoir pour sa famille et sa patrie. Que va faire la bataille de Verdun de ces hommes? Leur correspondance et leurs journaux intimes en témoignent. Berlin, août 1914. C'est la mobilisation. L'empereur allemand voit les frontières de son empire menacées et ses généraux le pressent de devancer ses adversaires. Guillaume II proclame la guerre. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Les peuples partent en guerre dans une sorte d'ivresse et se jettent dans le plus grand massacre du XXe siècle. La France se sent prête pour une guerre contre l'Allemagne et décrète à son tour la mobilisation. Le président français Raymond Poincaré s'adresse à la nation. Messieurs, la France vient d'être l'objet d'une agression brutale et préméditée qui est un insolent défi aux droits des gens. Elle sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi. Haut les cœurs et vive la France! Les deux camps croient leur victoire assurée. Depuis le premier jour de la guerre, un homme tient son journal. Il s'agit de Charles Delvert de Paris. Il est professeur d'histoire et lieutenant de réserve. Vendredi, le 7 août 1914. Beaucoup pensent que la guerre finira dans un mois. Je suis sûr qu'elle durera bien plus longtemps. L'armée allemande attaque à l'ouest avec près d'1 million d'hommes. Les généraux allemands veulent vaincre la France dans une campagne éclair, puis écraser la Russie. L'euphorie générale suscitée par la guerre n'atteint pas le juriste munichois Karl Rossner. À 29 ans, il est incorporé pour faire ses classes. Der Fremde sacrifier sa brève jeunesse à l'étranger? Mais pour qui? En attendant,
j'ai décidé de me résigner à l'inévitable. Vielen Dank, Mutter. Aber gerne, mein Junge. La recrue Karl Rossner est affectée au 20e régiment d'infanterie de Bavière. À l'ouest, le canon gronde. Au bout de quelques semaines, le combat au front s'enlise. Une victoire rapide sur la France relève de l'illusion pure et simple. La guerre des tranchées commence. On entend souvent dire « à l'ouest, rien de nouveau ». En décembre 1915, le général Erich von Falkenhayn, commandant de la direction centrale de l'armée de terre allemande, chef de l'état-major impérial, propose à l'empereur de débloquer la situation au front. Il veut provoquer une bataille décisive à l'endroit où la route de Paris est barrée par d'importants ouvrages de fortification, près de Verdun. L'empereur laisse faire le général. La France et l'Allemagne au début de l'année 1916. Les troupes allemandes ont fait reculer le front sur toute sa largeur, occupant par endroits le sol français sur 120 km. Le plus important bastion de défense du front est implanté sur les rives de la Meuse. Aux portes de Verdun, places fortes et remparts sont censés arrêter les Allemands. Karl Rossner a reçu son ordre de mobilisation. Il doit rejoindre une unité de mitrailleurs. Pass auf dich auf. Karl, vergiss nicht mitzuschreiben. Wohin Où suis-je affecté? Cette incertitude me ronge. Depuis le 21 février 1916, la bataille fait rage. Aux portes de Verdun, des milliers de pièces d'artillerie, de tout calibre, pilonnent les fortifications pour permettre l'assaut final. Le fort de Douaumont est le premier bastion. Équipé de canons, de mitrailleuses et de tourelles blindées escamotables, il passe pour imprenable. Mais il cède plus vite que prévu. En l'espace de 5 jours, des soldats allemands parviennent à s'emparer de la forteresse presque inoccupée au cours d'une attaque surprise. Un cri d'effroi parcourt la France. La République est menacée. Quelqu'un doit la sauver. Le général Henri-Philippe Pétain est un fin stratège. Pendant des heures, on le cherche dans tout Paris. Au petit matin, son adjudant finit par le trouver. À l'hôtel Terminus de la gare du Nord. En compagnie d'une femme, sa future épouse. Le capitaine a pour ordre de transmettre au général que la défense de Verdun est en péril et qu'il est prié de rejoindre le quartier général. À Verdun, la situation s'aggrave. La place du marché est sous le feu de l'artillerie allemande. Des milliers de personnes prennent la fuite. L'état-major français craint une percée ennemie qui permettrait aux Allemands d'atteindre Paris en quelques semaines. Immédiatement, le général Pétain prend le commandement de la défense de Verdun. Son mot d'ordre, tenir coûte que coûte. Celui qui recule sera fusillé. Pour le drapeau, pour la victoire. Une affiche de propagande française. Verdun devient une question d'honneur, de vie ou de mort. Cette bataille justifie tous les sacrifices.
Nos biens et notre sang pour l'empereur. Nos biens et notre sang pour la patrie. Une carte postale allemande. Mai 1916. L'unité de mitrailleurs 206 du corps des chasseurs alpins allemands est transportée au front de l'Ouest en train. Karl Rossner note dans son journal: Truppentransport ins Ungewisse. Sie haben uns Transport de troupes vers l'inconnu. Ils nous transportent dans des wagons à bestiaux. Nous ne savons toujours rien de notre destination. Nous voyageons depuis des heures. Allons-nous dépasser Verdun? J'essaie de penser à autre chose. C'est comme un coup de tonnerre. On sent que la bataille est toute proche. On nous distribue des dépêches de guerre pour nous remonter le moral. Der deutschen Sieg und Sonnenschein wird einst Europas Segen sein. Dann wird die Welt genesen. Croit-il vraiment que cela nous rendra plus courageux? Un grondement sourd résonne en permanence au lointain, comme des roulements de tonnerre. Le sol vibre en silence, comme si la terre tremblait. D'innombrables canons crachent la désolation, jour et nuit. Tag und Nacht Verderben speien. Comme l'Allemagne, la France envoie chaque jour des milliers de soldats dans la bataille. Le tunnel de Tavannes est un accès essentiel au front. Il n'est qu'à 3 km de Verdun. Le tunnel doit également servir d'abri aux troupes françaises sur place. En mai 1916, la 6e compagnie du 101e régiment d'infanterie est à son tour envoyée au front par cette voie, sous les ordres du capitaine Charles Delvert. Il commande 90 soldats. L'idée de Verdun sape le moral de mes hommes. Ce tunnel mène directement au cœur de la bataille. Là-bas, les Allemands nous attaquent sur notre point faible. Colonel, 101e régiment d'infanterie, capitaine Delvert. Colonel Duchamp. Et on dort où, là? Où vous voulez. Apparemment, tout lui est indifférent. On va tous crever ici. Je dis à mes hommes de se trouver une place pour dormir. Ils savent que personne ne pourra arrêter les Allemands s'ils parviennent à franchir ce tunnel. Le vrai visage de l'empereur allemand. Une affiche de guerre. Nos dirigeants croient-ils vraiment que nous combattrons mieux grâce à ce genre de lecture? Demain, je dois conduire mes hommes dans la zone de combat, rejoindre notre position. Aucune ligne de défense n'est organisée. Nous voilà arrivés au cœur du drame. De l'autre côté de la ligne de front, l'unité de Karl Rossner attend son engagement. Elle est encore à 20 km de Verdun. Lass mich in Ruhe. Einige Kameraden vertreiben sich die Zeit. Certains camarades s'amusent pour passer le temps. Mais ces moutons qui dansent, n'ont-ils donc aucune idée de l'abattoir qui nous attend? Mais à quoi bon se soucier de nos pauvres vies? Même en temps normal, nous savons que la mort viendra nous faucher un jour, et nous n'y pensons pas. À Verdun, au mois de mai 1916, on compte près de 100 000 victimes.
morts, blessés ou disparus, français ou allemands. Tant qu'une goutte de sang coulera dans nos veines, tant qu'une main tirera l'épée et qu'un bras brandira une arme, aucun ennemi ne te vaincra, patrie. Aurais-je vraiment le courage inhumain de tuer d'autres hommes, de leur donner la mort? Une partie de notre compagnie doit se mettre en marche aujourd'hui. À quand mon tour? Le champ de bataille, 5 km au nord-est de Verdun. On l'appelle le triangle sanglant. Charles d'Elvert doit conduire sa compagnie jusque là-bas. Mon Dieu, quel enfer. Je dois pousser mes hommes du mieux que je peux. Nous devons prendre position ici et ne pas reculer d'un mètre. Voilà donc notre nouvelle demeure, la position de défense R1. La tranchée ressemble davantage à une passoire qu'à une position. Pas un seul abri intact, pas de réserve de cartouches, pas même une liaison avec le poste de commandement. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Attention, toi, merde! Rien que des mensonges. Les Allemands sont beaucoup plus forts qu'on a voulu nous le faire croire. Que font-ils de nous là-haut? Le général d'état-major allemand, Erich von Falkenhayn, reconnaît que Verdun n'est pas près de tomber. À présent, la bataille doit au moins servir à exténuer l'ennemi. Verdun devient un monstre sanguinaire. Après tout, les Allemands sont plus nombreux que les Français. Das AOK-5. Sofort. Cette guerre d'usure requiert des centaines de milliers d'hommes et d'armes. Falkenhayn est convaincu de l'efficacité de sa stratégie, mais il se trompe. Le général Pétain relève régulièrement ses unités, ce qui fait croire à l'adversaire que ses troupes sont épuisées. Mais Pétain est lui aussi convaincu que la victoire appartiendra au camp du dernier survivant. Parmi les troupes qui assurent la relève, se trouve aussi Anatole Castex, âgé de 28 ans, futur fonctionnaire. Il est engagé volontaire. Lui aussi écrit des lettres à sa femme. Ma petite femme chérie, Silette. Depuis mon départ pour Verdun, je n'ai pas trouvé le temps de t'écrire plus longuement. Chaque nuit, je repense au jour où je vous ai vu pour la dernière fois, toi et notre petit Henri. Mon Riro. Je veux te dire que nous accomplissons parfaitement notre devoir. J'ai toujours bon espoir et je ne manque pas de courage. Prie pour moi, afin que nous survivions à cet enfer. Silette, fais bien attention à toi. Bien sûr. Promets-moi de toujours veiller sur toi et notre fils. Je pense très fort à toi.
Les troupes sont en marche sur la voie sacrée. Pour la France, cette route est l'artère vitale du monstre sanguinaire de Verdun. Tous les jours, plus de 3000 camions y transportent les renforts. C'est un flot ininterrompu de soldats. À l'arrière de Verdun, on accumule des montagnes de munitions, de provisions et de tonneaux de vin pour remonter le moral des troupes et calmer les hommes. Cher Silette, cela fait des jours que je suis dans la bataille. On ne nous approvisionne qu'avec le nécessaire, des munitions. Cela fait longtemps que les lettres ne passent plus. Et le vin non plus. Quand les Allemands attaquent, ils nous envoient une pluie d'obus. Et malgré tout, ils ne s'avancent qu'avec d'énormes pertes. Hier, le général Pétain a passé la troupe en revue. C'est un honnête homme. Il a dit que nous défendions non seulement une ville, mais toute une nation. Ils ne passeront pas. Je t'embrasse, Anatole. Fin mai 1916, le 16e régiment d'infanterie de Bavière rejoint à son tour le front de Verdun. Le lieutenant Karl von Andrian est à la tête de la compagnie. Meine liebe Frau, ich wünschte manchmal, ich wäre noch der Ma chère harte Mann. épouse, parfois j'aimerais être l'homme implacable que j'étais ou que je croyais être autrefois. Je m'étais imaginé que les préparatifs de la prise de Verdun seraient plus rigoureux, mais la troupe est souvent engagée au hasard. Nous emporterons malgré tout la décision dans les prochaines semaines. J'ai pris connaissance des dernières instructions aujourd'hui. J'ai reçu aussi la liste des soldats décorés de la Croix de Fer de première classe. Je n'en fais pas partie et j'en suis profondément offensé. Verdun sera donc ma mise à l'épreuve. Je me sens très seul, avec tout mon amour. In Liebe, Karl. dein Karl. « 30 mai 1916. La bataille de Verdun fait rage depuis 100 jours déjà. Les Allemands ne sont plus qu'à 5 km de la ville, enlisés dans la guerre meurtrière des tranchées. Le capitaine Charles Delvert essaie de tenir sa position en première ligne. Sur des kilomètres, les collines sont sillonnées de tranchées habitées par la mort. Dans les trous, la boue arrive jusqu'aux genoux. L'odeur de cadavres prend à la gorge. Les poux et les démangeaisons accablent les soldats. Nous avons tiré des fusées éclairantes pour que notre propre infanterie connaisse notre position. Mon Dieu, pourquoi il ne voit pas nos fusées? Ce ne sont pas les canons du front, mais ceux de l'arrière qui ont détruit notre mitrailleuse il y a 1 heure. Nous essayons sans cesse d'attirer l'attention sur nous. Mais tire une rouge! Au début du mois de juin de l'année 1916, l'espérance de vie moyenne d'un soldat à Verdun est de 2 semaines. Karl Rossner témoigne du retour du front d'une partie de sa compagnie. Dorn tot, Kotzo tot. Dorn mort,
Kozur mort, Pongrácz mort, Beldin mort, Dutsch mort, Vücher mort, Schanzenbach blessé, Gerstel disparu. Ils étaient 45, 29 d'entre eux sont tombés au front. Parmi eux se trouvaient des amis chers. Loin de la patrie, nous partagions avec eux les joies et les peines. Leur mort nous touche comme le décès de parents proches. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont morts, ni pour qui. La guerre est la plus cruelle des violences, non seulement contre l'adversaire, mais aussi contre ses propres soldats. Tout le monde se tait. Le nombre de morts est plus parlant que les mots. Revenir du champ de bataille sans blessure ou en bonne santé est impossible. En raison d'une infection, je suis provisoirement dispensé de me battre. Des camarades m'emmènent à l'hôpital militaire. J'ai plus de 39 de fièvre et des frissons. Pour échapper à la mort, certains emploient les grands moyens, l'automutilation. Une blessure à la main gauche est un signe qui ne trompe pas. Aux yeux des généraux, il ne s'agit pas d'un acte de désespoir, mais de haute trahison. Pourvu que je ne guérisse pas trop vite. Chère mère, je trouve enfin le temps de t'écrire, même si je ne peux pas tout te raconter. Un grand merci pour tes petits colis. Tes cadeaux me donnent du courage. Je m'entends de mieux en mieux avec mes camarades. L'enthousiasme disparaît rapidement face à une réalité qu'on ne pouvait pas imaginer. J'ai eu une forte fièvre, mais cela m'a juste permis de souffler avant la prochaine intervention. Je t'écrirai dès que possible. Ton fils, Karl. Dein Karl. Au front, les médecins travaillent jour et nuit. Parmi eux, l'interne du 7e régiment d'infanterie, le docteur Moïse Strauss, un juif allemand qui s'engage pour la patrie dans l'un des nombreux hôpitaux de campagne de Verdun. Montag, 16 Uhr. Lundi, 16h. Intoxication au gaz, fracture des vertèbres cervicales, blessure au ventre, amputation de jambes, hémorragie. Et un phénomène que de nombreux médecins ne connaissaient pas. Dans l'enfer de la guerre des tranchées, les hommes ont les nerfs qui lâchent. On les appelle les trembleurs de la guerre. Je me sens davantage médecin que soldat et cela me pose souvent des problèmes. Depuis hier, je suis fâché avec notre adjudant, le lieutenant Bollensen. Il m'impute le taux élevé de maladies au sein du bataillon. D'après lui, je ne suis pas assez dur. Il prétend même que j'ai procuré une planque à un soldat parce qu'il était juif comme moi, alors que je ne suis pour rien dans cette mutation. Genau, warum Sie das machen, Dr. Strauss. Sie sind zu weich. Das dauert ja Wochen, bis die Leute gesund sind. Das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Zum letzten Mal. Schneller, Dr. Strauss. J'ai fait part de l'incident au médecin du régiment. Celui-ci considère qu'il s'agit d'une diffamation antisémite que je ne devrais pas laisser passer. Bollensen et moi sommes convoqués chez le colonel.
Ce dernier nous explique que ce genre d'affaires se réglerait en temps de paix d'après le code d'honneur des officiers, mais qu'il ne fallait pas y songer en pleine guerre. Selon lui, nous avons tort tous les deux, officiers et médecins étant censés collaborer en ces temps difficiles. Il considère néanmoins que le plus fautif des deux est Bolensen. Ich frage Sie hiermit, sind Sie damit einverstanden? Jawohl, Herr Oberst. Jawohl, Herr Oberst. Bolensen perd son poste d'adjudant et est muté au front. Nous autres médecins sommes au plus près des souffrances endurées par les soldats. Rares sont les malades. La plupart arrivent à l'hôpital militaire, gravement blessés. Jamais une guerre n'avait défiguré à ce point autant d'hommes. Le quartier général du prince héritier Guillaume à Stenay, à 40 km de Verdun. Officiellement, le fils de l'empereur a le commandement de la 5e armée de Verdun, quand il n'a pas mieux à faire. Eure kaiserliche Hoheit, Exzellenz Falkenhayn ist eingetroffen. L'empereur veut immortaliser le nom de son fils par une victoire à Verdun. En réalité, le prince héritier ne prend aucune décision sans le général Falkenhayn, dont il est l'élève depuis l'enfance. Falkenhayn pense que la France est presque à bout, parce qu'il surestime les pertes de l'adversaire. Même si la prise de Verdun s'avérait impossible, la guerre d'usure conduira selon lui à une victoire certaine. Mais en attendant, le monstre sanguinaire dévore aussi sa propre armée. Au début du mois de juin de l'année 1916, les Allemands lancent une offensive de grande ampleur au nord-est de Verdun. Le fort de Vaux, une fortification de la fin du XIXe siècle, est leur cible. C'est une position clé sur la route de l'Ouest. Le fort est un bastion de défense imposant, avec des murs en béton armé de 2,5 mètres d'épaisseur, équipés de meurtrières et de canons escamotables, de quoi dissuader tout assaillant. Les troupes impériales tiennent à tout prix à prendre ce fort pour avoir enfin une victoire à leur actif. Et lui veut les en empêcher. Le commandant Sylvain-Eugène Raynal, un officier d'active expérimenté. Inapte à poursuivre le combat dans les tranchées en raison d'une blessure de guerre, il s'est fait muter au fort de Vaux. Mes hommes ne savent pas ce qui les attend. Les Allemands dirigeront toutes leurs armes contre nous. Ils ont de l'artillerie, des lance-flammes et du gaz. Nous avons le fort et notre courage. Je dis à mes soldats ce que j'attends d'eux. On meurt, mais on ne se rend pas. Combien de temps ces murs vont-ils résister ? À quelques kilomètres du fort de Vaux, le régiment d'infanterie 53 donne l'assaut. Les soldats s'approchent du fort dans un réseau de tranchées. Le lieutenant Werner Müller considère l'intervention comme une opération de routine. Lui aussi tient son journal. Jour J. Nous attaquons le fort avec notre compagnie. Avant l'assaut, les doutes s'envolent, dominés par le sens du devoir envers notre patrie.
Nous nous retrouvons sous le feu des mitrailleuses. Le commandant Custer crie « Qui n'est pas lâche, me suive ». Le commandant Custer est l'un des premiers à tomber. Au fort de Vaux, les combats s'intensifient. Les Allemands attaquent les versants de la fortification et ils se battent farouchement. Beaucoup d'hommes succombent, mais on dirait qu'ils ne cessent de se relever. Le martèlement des obus ne faiblit pas. Gaz! Gaz! Attention à toi! Pour couronner le tout, ils nous envoient du gaz lacrymogène. Une odeur insoutenable empeste les lieux. Quelle torture! Partout la mort, qui tombe du ciel ou se glisse jusqu'à nous. En principe, le progrès technique devrait améliorer nos conditions de vie. Mais il en va tout autrement. La technique transforme la guerre en agonie de masse. Les hommes se transforment en chair à canon et succombent aux obus. Ils meurent dans d'atroces souffrances dues au gaz qui brûle leurs poumons. À 500 km du champ de bataille, dans la petite ville de Mirande en Gascogne, Silette Castex attend des nouvelles de son mari Anatole. Mon cher Anatole, notre petit Henri parle de toi tous les jours. J'ai le cœur lourd à la pensée que tu défies les dangers de la guerre, heure pour heure. Quand une lettre de toi arrive enfin, je sais que tu es en vie. Ma Silette chérie, je sais à quel point vous êtes inquiet, mais soyez rassurés. Il faut toujours avoir confiance. Je suis fier et heureux de participer à une bataille aussi décisive. Nous avons sans aucun doute contribué à stopper l'avancée des Allemands. Je t'embrasse tendrement, Anatole. « 2 juin 1916. Un tir de barrage allemand renforce l'attaque sur le fort de Vaux. Un pilonnage systématique de près de 1500 obus à l'heure. Le commandant Raynal prend des dispositions pour repousser l'attaque. L'étau se resserre. Je fais ériger des barricades de sacs de sable. Les Allemands ont besoin de ce fort. Leurs journaux ont déjà annoncé sa prise comme un fait accompli. Ils mettront tout en œuvre pour nous vaincre. Gaz! Gaz! Alerte au gaz! Ils ne cessent de nous envoyer du gaz. Et nous ne pouvons pas y échapper. Les trêves sont rares. Les dommages infligés au fort sont considérables. Les Allemands attaquent de toutes parts en essuyant de lourdes pertes. Ils ne nous laisseront aucun répit. L'homme de guet doit être relevé toutes les 10 minutes. Le bruit des obus vient à bout du plus courageux des soldats. Quel que soit l'ordre qu'on leur donne, les Allemands font leur travail sans flancher, même s'ils doivent y rester, pris sous nos feux. Il faut reconnaître que l'Allemand est un soldat terrifiant. Meine liebe Frau, wir durften hier... Ma chère épouse,
Nous nous trouvons sans doute à l'endroit le plus dangereux de tout le front de Verdun. Jusqu'ici, la compagnie a perdu 152 hommes, mais elle a été reconstituée. La vue d'un officier mort dans mon abri m'a beaucoup affecté. Si seulement les généraux savaient ce que nous endurons ici. Si la guerre était aussi dangereuse pour les commandants que pour nos hommes, elle serait finie depuis longtemps. Les Allemands sont de plus en plus près. Cela fait 3 jours que je n'ai pas dormi. Nous utilisons beaucoup trop de munitions. Allez, tirez! Champion me regarde comme si je pouvais nous sortir de cette situation. Ça va, c'est pas fini. Nous ne les aurons jamais. Nous ferions mieux de devenir amis et de mettre un terme à tout ça. Ma chère Silette, je suis très fatigué. Je n'ai pas dormi depuis 7 jours et 7 nuits. Après les pilonnages ininterrompus, je me réjouis d'avoir bientôt un peu de répit. Je suis relevé du front pendant quelques jours pour me rendre à l'arrière. Si seulement nous pouvions nous voir là-bas, je t'en prie, viens. Crois-tu que tu pourrais entreprendre ce voyage ? Je serais si heureux de te voir arriver. Si tu peux, et si tu te décides à venir, demande un laissez-passer dès que tu auras reçu ma lettre. Et pars tout de suite, car il ne faut pas perdre une minute. Anatole. « 2 juin 1916. Essuyant de lourdes pertes, les soldats du 53e régiment d'infanterie s'approchent du fort de Vaux au prix d'un combat acharné. Certaines entrées de la fortification sont prises d'assaut. L'unité du lieutenant Müller pénètre dans le fort. À coups de grenade, nous nous frayons un chemin jusqu'à l'entrée latérale. Les Français refluent dans le fort. J'ai de la peine à croire que nous sommes à quelques mètres de l'ennemi. Seuls quelques sacs de sable nous séparent du méchant français. Les galeries se resserrent à mesure que nous avançons. Et soudain, tout s'arrête. Les Français se sont barricadés. Nos hommes se reposent, les jambes repliées, l'arme collée au corps. Nous ne pouvons plus avancer, mais l'ennemi est encerclé. Maintenant que nous sommes coupés du monde extérieur, nous devons répartir tout ce qui nous reste. L'eau, la nourriture, les munitions. Combien de temps pourrons-nous tenir le fort? Des jours, des semaines? Mes hommes tiennent bon, même face à la mort. Les combats se poursuivent également sur les collines environnantes. La compagnie de Charles Delvert doit stopper les Allemands. Les tirs ennemis nous assaillent de toutes parts. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, tirez, merde! Attends! Oh, merde! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu attends quoi? Fais quelque chose! Allez, tirez!
Et soudain, mon pauvre ami est touché. Champion est mort. Nous ne pouvons même pas enterrer nos morts. Nous ne pouvons rien faire de plus qu'empiler des pierres sur eux, en espérant qu'un obus ne viendra pas tout saccager. Le plus souvent, nous les jetons par-dessus la tranchée, parce que la puanteur est insoutenable. Tout le champ de bataille est jonché d'hommes à l'agonie. Les morts ne peuvent être enterrés sommairement qu'à l'arrière du front. Les alentours de Verdun ne sont qu'une gigantesque fosse commune. Et personne ne sait combien verseront encore leur sang. Chaque jour, les camarades morts ou disparus sont plus nombreux. L'aumônier du régiment invite à la communion et donne l'absolution à tous les hommes rassemblés. Personne ne s'y soustrait. Tous viennent communier. C'est l'aveu du désespoir. On laisse disposer de soi, on se résigne au destin. Chacun se voit au pied de sa tombe, craignant d'être le prochain. Après 4 mois de combat, le bilan est effrayant. Les deux camps totalisent 300 000 morts, blessés et disparus. Nous nous sentons abandonnés. Notre position est la seule qui défende encore le fort de Vaux. Mais mes hommes sont épuisés. Tire, bordel! Mais tire! Capitaine. Tous sont en proie à d'atroces souffrances. Nous n'avons plus une goutte d'eau à boire. La décision d'envoyer quelqu'un chercher de l'eau sous une grêle de balles est difficile, mais je n'ai pas le choix. Je me résous à envoyer le pauvre petit Leroy au trou d'eau. Attends la nuit pour revenir. C'est le seul conseil que je puisse lui donner. Vais-je le revoir? Sans eau, tout le monde va crever. La nuit, c'est un peu plus calme, mais le flot des blessés est ininterrompu. Mes mains sont maculées de sang et de boue depuis des jours. Je ne peux même pas les laver, ni désinfecter les plaies. Je n'enverrai personne à une mort certaine pour chercher de l'eau. Finalement, un jeune brancardier se met en route. De nombreux points d'eau sont gardés par des tireurs d'élite. Cette nuit-là, un soldat français et un soldat allemand repartent du point d'eau, vivants. Les tireurs d'élite n'ont plus de munitions.
3 juin, 22 heures. L'estafette Le Roi revient avec 5 bidons d'eau, dont un vide. Cela fait 8 litres, pour 60 hommes, 8 sergents, 3 officiers. L'adjudant s'applique à partager équitablement cette misère. Mourant de soif, les hommes se jettent sur l'eau qui empeste le cadavre. « 600 hommes sont enfermés dans le fort de Vaux. Le commandant Raynal relève régulièrement les hommes au combat. Mais seule la moitié d'entre eux sont encore opérationnels. « 4 juin. La situation est catastrophique. Les Allemands bloquent toutes les sorties. Une échappée n'est pas envisageable. Mais nous devons tenir le fort. Au cours de l'après-midi, un sergent vient me trouver pour me parler seul à seul. La voix brisée, il me dit « Il n'y a presque plus d'eau dans la citerne. » Comment ça, il n'y a plus d'eau dans la citerne? C'est une trahison! On nous avait assuré que l'eau suffirait pour des semaines. J'apprends plus tard que la citerne est fissurée. Après des semaines de pilonnage. Comment allons-nous surmonter les prochains jours sans ravitaillement? C'est le début de l'agonie. J'ordonne de garder le peu d'eau qui nous reste et de ne rien distribuer aujourd'hui. « 4 juin. Nous essayons de pénétrer plus avant dans le fort. Une barricade de sacs de sable surmontée d'une mitrailleuse se trouve à 5 mètres devant nous. N'y a-t-il personne? Camarades français, kommt zu uns! Wir haben Brot, Wasser und Wein. Nous avons beaucoup de pain. Nous avons beaucoup d'eau. Pas de réponse. Sous ces voûtes lugubres, le silence règne. Pourquoi les Français reculent-ils de plus en plus? Warum ziehen sich die Franzosen immer weiter zurück? Vorwärts! Los! Männer! Los! Vorwärts! Vorsichtig! Les obus ne cessent de défoncer notre position sur le mont de Vaux. Nous essayons tant bien que mal de remettre la fortification en état. On m'apporte un prisonnier allemand. Son visage est imberbe et la peur se lit dans ses yeux. Il lève ses mains sanglantes. Il pensait qu'il allait être fusillé. Il est ravi du traitement qu'on lui réserve. Il rit, il pleure. C'est un enfant de 19 ans et demi, un cordonnier de Essen. Nos hommes l'emmènent à l'infirmerie. On s'occupe de lui. Pour eux, la bataille s'arrête là. À Verdun, près de 60 000 Allemands et 70 000 Français sont faits prisonniers. Contrairement aux guerres qui vont suivre, ils sont généralement bien traités.
Ma chère petite Silette, nous allons bientôt pouvoir nous voir. Ne perds pas une minute. Pars de Mirande à 4 heures de l'après-midi. Comme ça, tu arriveras à la gare d'Orsay à Paris à 8 heures du matin. Envoie-moi une carte postale dans une enveloppe fermée pour que je sache quel jour tu arrives. À la gare de l'Est, tu dois prendre le train de 12h45 qui arrive à Port-Robinson à 16h. Je te ferai chercher à la gare. Tu verras, notre vœu le plus cher va se réaliser. Le village est petit et personne ne nous remarquera. Réponds-moi tout de suite. Je t'embrasse encore plus fort. Cher Anatole, je suis bien arrivée. Je t'attends à la petite auberge dont tu m'as parlé. Chère Silette, mon cœur a failli éclater à l'instant où j'ai pu te regarder dans les yeux pour la première fois depuis si longtemps. C'était merveilleux d'être près de toi, de sentir ton souffle et ton amour. J'aurais encore voulu te dire tant de choses. Que Dieu m'épargne dans cette guerre. Je ne peux pas abandonner les camarades. Je suis désolé. Mon chéri, ce n'était que quelques heures, mais elles m'ont fait oublier tout le temps où tu étais parti. Et pourtant, l'instant de nos adieux m'a rempli de douleur. Je souhaite voir venir le jour où je vous reverrai, toi et le petit, dans notre patrie. Je ne me lasse pas de serrer l'amulette que tu as posée sur mon cœur. Tu es toujours auprès de moi. Nous évoluons sur un terrain atrocement criblé d'impacts, où la mort est chez elle. Des cratères s'élèvent des cris et des plaintes, comme des milliers de voix fantômes. C'est une musique cruelle. À mesure que nous avançons sur ce champ de ruines, les bruits de la guerre ressemblent à un ouragan. On nous pousse vers l'enfer. Chère mère, ne t'en fais pas, je vais bien. Si je t'écris trop rarement, c'est uniquement parce que nos interventions sont de plus en plus fréquentes. Nous avons reconquis quelques mètres de terrain au prix de nombreuses victimes. Bon baiser, Karl. Viele Grüße, dein Karl. Mein Spazierstock und die Ma canne et mon sifflet m'ont rendu bien des services.
Notre marche en avant était inexorable, criant, sifflant, toujours droit devant. Enfin, on nous engageait en première ligne. Durant l'assaut, mon intrépidité entraînait les autres. J'ai accompli de grandes choses avec ma compagnie. Faut-il que je sois mort ou estropié pour qu'on me donne la médaille que je mérite depuis longtemps? Nous faisons des prisonniers. Pour eux, la bataille est finie. Certains s'en réjouissent peut-être. Vielleicht sind manche sogar froh. Wir sind in vorderster Linie. Nous sommes en première ligne. Flankenträger! Flankenträger! Notre bataillon a reçu de nombreuses faveurs. Mais des 900 hommes que nous étions, il n'en reste que 120. Nos meilleurs officiers sont morts. Je travaille 24 heures sur 24 et j'ai moi-même de la fièvre. J'ai aussi plusieurs blessés français dans mon abri. Je les ai soignés comme j'ai pu. Leur régiment a perdu 1000 hommes en l'espace de quelques jours. Souvent, je ne peux pas faire grand-chose pour les blessés. Je suis à bout de force. Depuis des semaines, les Allemands font croire que le fort de Vaux est tombé, et ils mettent tout en œuvre pour confirmer cette rumeur. Cette place stratégique secondaire se transforme en lieu symbolique. Le commandant du fort doit prendre une grave décision. « 5 juin. 5e jour en enfer. Il nous faut d'urgence de l'aide extérieure. Nous tenons toujours, mais nous subissons des attaques très dangereuses. Il y a urgence à nous dégager. C'est mon dernier pigeon. Rénal. » C'est le seul moyen de leur faire connaître notre situation. Ce pigeon est notre dernier espoir. Je fais ma ronde dans les couloirs. Ce que je vois est effrayant. Les hommes vomissent, ne supportant pas leur propre urine. La soif les a poussés jusque-là. Dans une galerie, un homme lèche un filet d'eau à même le mur. Que sont devenus mes hommes si courageux? Sans un miracle, notre résistance cédera. Mon commandant, à boire. Je n'ai pas d'eau, mon brave. Fais comme moi. Espère. On va venir à notre secours. Mon pigeon est-il arrivé? Quatrième jour dans les galeries du fort. Poussière, fumée, de l'air à peine respirable. Les hommes sont épuisés. Nous faisons un rapport. Schreiben Sie. Aufenthalt unerträglich. Ablösung aller Teile erforderlich. Wasser! Sag ihm, wir brauchen vor allem Wasser! Heureusement, les Français ne tirent plus. Sinon, nous serions pris au piège. Sonst wären wir hier in der Falle.
Alors? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai rassemblé tous les officiers à mon poste de commandement. Ils sont désespérés. Si nous voulons préserver nos hommes pour la patrie, il faut capituler au plus vite. Nous tombons d'accord. Des bruits de combat nous parviennent du dehors. Soudain, les hommes commencent à s'agiter. Je crois d'abord à une mauvaise plaisanterie. Je dégaine mon pistolet. Die Franzosen geben auf! Sie kapitulieren wirklich! Sie geben auf! Le fort de Vaux capitule. Mission accomplie. Nous formons une haie pour les défenseurs français. Präsentiert das Gewehr! Moi, le commandant du fort de Vaux, j'ai dit à mes hommes qu'ils étaient les véritables héros, en raison de leur courage. Je voudrais que le monde entier le sache. Le vainqueur n'était pas l'Allemand. Nous n'avons pas été battus. Nous avons cédé à l'épuisement et à la soif. Bilan du siège du fort de Vaux, 5000 morts et blessés, Allemands et Français. Ce qui reste n'est qu'une ruine aux mains des Allemands. Un silence de mort règne aussi dans les tranchées en contrebas du fort. Nous laisserons nos morts comme souvenirs dans la tranchée. Ils sont là, rigides dans leur toile de tente ensanglantée. Je les reconnais. Voici Cosset et sa culotte de velours. Aumont, pauvre petit classe. Champion, mon ami. On y va. Et Delahaye qui nous tend la main. Ils sont là, garde solennelle et farouche de ce coin de sol français qu'il semble, dans la mort, vouloir encore interdire à l'ennemi. De notre compagnie, il ne me restait que 8 hommes. Le fameux triangle sanglant. Après la fin des combats du fort de Vaux, le 7 juin 1916, les Allemands croient leur victoire toute proche. À présent, leurs troupes s'avancent jusqu'à 3000 mètres de la ville, sous de violentes contre-attaques. Le régiment d'infanterie 288 doit lui aussi repousser l'adversaire. Le capitaine Anatole Castex est à la tête d'une compagnie. À mon fils, mon cher petit Rirou, ton papa ne t'oublie pas. Au contraire, il pense à toi tout le temps. Il te souhaite une bonne fête. Il voudrait que tu sois sage et que tu sois gentil avec ta maman. Elle le mérite vraiment. Je t'embrasse très fort. Ton papa. Chère Silette, aujourd'hui le général m'a remis la croix de guerre
avec la citation suivante, chef de compagnie remarquable à tout point de vue, très calme, très courageux. J'avoue que je suis très content de porter enfin cette croix. Je crois que je l'ai méritée. Sois assuré que je penserai toujours à vous deux, même au cœur du danger. Penser à vous m'aide à faire mon devoir, que j'accomplirai sans témérité, mais du mieux possible. Chaque mort a son histoire. Du côté français, les pertes s'élèvent à 378 000 morts, blessés et disparus. Du côté allemand, à 330 000. Wir gehen weiter vor, Richtung Fleury. Nous poursuivons notre route en direction de Fleury. Ce village autrefois florissant est complètement rasé. Il ne reste que quelques blocs de pierre. Alors que j'adorais écrire des lettres, voilà que cela m'écœure. Parce que je ne sais pas si je serai encore vivant quand la réponse me parviendra. Mieux vaut garder le silence. Mais pour qui menons-nous cette guerre? Et contre qui? Une douleur lancinante me meurtrit la poitrine et la main. Et je perds connaissance. Quand je reviens à moi, un blessé du 3e régiment de chasseurs est assis à côté de moi. Hilf mir! Ich bin verletzt! Was? Du lebst? Warte, ich helfe dir. Cela fait du bien de sentir qu'il s'occupe de moi. Pendant qu'il fait le bon samaritain, je me sens de plus en plus faible, avant de perdre à nouveau connaissance. C'est comme si j'étais englouti dans un autre monde. Quand je reviens à la réalité, le chasseur qui me soignait est couché sur moi et paraît dormir. Je veux le réveiller, et c'est là que je vois le trou dans son front, d'où coule un sang épais. La main de la mort s'est crispée sur mon bras. Un doigt porte une alliance. Pauvre veuve. Couvert de boue et de sang, j'essaie d'atteindre le bord du cratère. Partout des morceaux de cadavres. En plus de mes douleurs, j'ai peur de perdre la raison. Ich habe auch Angst, den Verstand zu verlieren. C'est une véritable boucherie humaine. Das ist reine Menschenschlechterei. Karl Rosner parvient à se traîner jusqu'aux lignes allemandes avant d'être emmené dans un hôpital militaire. Dans le tunnel de Tavannes, je me fais porter rentrant auprès du colonel avec mes hommes, ou du moins ce qu'il en reste. Colonel, 101e régiment d'infanterie, capitaine Delver. On a subi dimanche dernier un tir de démolition français. Capitaine Delver. Si vous aviez abandonné la tranchée R1, je vous aurais fait passer devant le tribunal de guerre.
Aurait-il oublié qu'il porte l'affreuse responsabilité de tous ceux qui sont morts au combat ? Par une journée maussade et grise, je reçois les premières lettres des mères de mes soldats disparus. Que de douleur dans ces lignes écrites d'une main tremblante. Une rencontre exceptionnelle a lieu au quartier général allemand de la 5e armée du prince héritier. La défense obstinée du fort de Vaux a impressionné le fils de l'empereur. Il demande à voir le commandant prisonnier Eugène Raynal. Le prince héritier m'accueille avec une grande politesse. Il estime et félicite mes hommes pour leur ténacité et leur bravoure. Ensuite, il fait un noble geste. Aus dem Wunsch heraus, Ihre Tapferkeit zu ehren, Kommandant, ließ ich nach Ihrem Säbel suchen, den Ihnen zu überreichen. Il me dit qu'il tenait à m'honorer en faisant chercher mon sabre pour me le remettre. Malheureusement, il n'a pas été retrouvé. Il me prie d'accepter symboliquement le poignard d'un pionnier. Merci. L'ironie de la situation me fait sourire, mais je ne peux pas refuser. Raynal part en captivité. Le prince héritier Guillaume reste commandant en chef de la 5e armée et continue de distribuer des décorations. Le baron Karl von Andrian est décoré de la croix de guerre de première classe pour avoir conquis une position ennemie. Mon action est sans doute allée au-delà des devoirs d'un chef de compagnie, car j'étais plutôt le guide de tout un gros combat. J'accepte cette décoration, même si rien ne pourra récompenser à sa juste valeur ce que nous avons accompli. Qui l'histoire jugera-t-elle responsable du bain de sang inutile de Verdun ? Des centaines de milliers d'hommes ont été envoyés dans la bataille, ignorant s'ils se battaient à tort ou à raison. À l'hôpital, le calme et le sommeil sont comme un précieux cadeau. On reste indifférent à tout. Les pensées retournent sans cesse à Verdun. Die Gedanken schweifen unablässig nach Verdun zurück. Très chère Madame Castex, par la présente, j'ai le triste devoir de vous faire part de la mort de votre mari, Anatole Castex, tombé au combat dans la forêt de Vaux-Chapitre, alors qu'il tentait courageusement de combler une brèche sur la ligne de front avec son unité. Nous garderons le souvenir d'un homme au caractère généreux et droit, et à l'âme tendre. Le général Pétain a le plus grand mal à maintenir le moral de ses troupes.
Mais il parviendra à ses fins. Ils ne passeront pas. Verdun ne sera pas prise. Notamment parce qu'une autre zone de combat passe au premier plan. La bataille de la Somme, à 200 km au nord-ouest de Verdun, commence en juillet 1916. Après plusieurs jours de pilonnage ininterrompu, des troupes franco-britanniques attaquent les lignes allemandes. Pour la première fois, des chars sont déployés. La riposte des Alliés est une réussite. Pour éviter la défaite catastrophique de l'armée allemande, Falkenhayn est contraint de détacher toutes les forces disponibles dans la bataille de la Somme. L'offensive sur Verdun doit être interrompue. Le plan qui consistait à forcer la victoire au prix d'un lourd tribut de vie humaine a échoué. Peu de temps plus tard, Falkenhayn est congédié. Le bilan est consternant. Au bout de 300 jours, le tracé de la ligne de front est presque le même qu'en février 1916, au début de la bataille. Le 2 novembre 1916, des soldats français pénètrent dans le fort de Vaux. Le bastion, qui avait connu un siège sanglant, était resté vide pendant 24 heures. Les occupants allemands avaient déjà quitté le fort. À son tour, ce lieu devient un symbole de l'absurdité de la guerre d'usure. Et ces hommes en sont les victimes. Plus tard, l'empereur allemand dira qu'il n'avait jamais voulu cette guerre. Ses généraux lui auraient retiré les leviers de commande. Peu de temps après la guerre mondiale, le général von Falkenhayn rédige ses mémoires. Il reste convaincu du bien fondé de sa stratégie qui consistait à saigner l'adversaire à Verdun. Falkenhayn meurt en 1922. En France, le général Henri-Philippe Pétain est le héros de Verdun. Après la défaite de 1940, son gouvernement collabore avec l'Allemagne nazie. Une collaboration qui lui vaut d'être condamné à mort. Mais ses mérites durant la Première Guerre mondiale lui sauvent la vie. Le baron Karl von Andrian se voit décoré pour son courage de la plus haute distinction bavaroise, l'ordre militaire de Max Joseph. Les pertes de sa compagnie s'élèvent à près de 70%. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Andrian participe en tant que colonel à l'agression de l'Union soviétique. Le docteur Moïse Strauss contracte le typhus à plusieurs reprises. Mais il œuvre comme médecin sur le front allemand jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale et sera décoré pour son engagement infatigable. En 1939, la persécution des Juifs par les nazis l'oblige à quitter sa patrie. Il se réfugie au Liechtenstein. Eugène Raynal survit à la guerre en tant que prisonnier des Allemands. Aujourd'hui encore, le héros du fort de Vaux est honoré en France pour ne pas avoir sacrifié ses hommes inutilement, tout en gardant la tête haute. Le dernier pigeon de Raynal a transmis l'appel au secours des assiégés, mais a succombé le même jour, victime de gaz de combat. Le pigeon est décoré de la Légion d'honneur à titre posthume.
Après la bataille de Verdun, Charles d'Elvert écrit dans son journal « Combien d'entre eux seront tués en quelques heures? La folie sanguinaire continue. Ils sont réduits à du fourrage humain que la guerre dévore. » Après la guerre, d'Elvert reprend son poste de professeur d'histoire. Il essaie de transmettre l'idée d'une Europe pacifique à ses élèves. Aujourd'hui encore, les livres d'histoire français sont étayés d'extraits de son journal de guerre. Mach's gut. Après la Première Guerre mondiale, Karl Rosner devient avocat. Pendant de longues années, il ne parle à personne de ce qu'il a vécu, de peur de raviver des plaies trop profondes. Pendant la période hitlérienne, il prendra la défense d'opposants au régime nazi. Après 1945, il est l'un des premiers juristes allemands à retrouver la liberté d'exercice. Son message après Verdun tient en 4 mots. Guerre à la guerre. C'était par un jour de printemps de l'année 1919. Mon Rirou, mon fils chéri, me voilà sur les lieux où ton père s'est battu avec tant de courage. J'ai cherché sa tombe pendant des jours. Hélas, je ne l'ai pas trouvé. Un jour, quand tu seras grand, tu comprendras peut-être le sens de sa mort.